Bonjour, bienvenue dans le cours de mécanique quantique. Revenons un instant sur le principe d'incertitude et le lien que nous avons vu avec les ondes. Ce que nous avons vu peut sembler assez peu satisfaisant. Est-ce qu'on peut vraiment pas faire mieux? Est-ce qu'on pourrait pas imaginer des expériences suffisamment subtiles que pour arriver à mesurer avec une grande précision à la fois la position et la vitesse d'une particule? Avec l'expérience de Young, c'était clair. On pouvait observer les particules ou non. Dans un cas, on avait un comportement corpusculaire, dans l'autre, comportement ondulatoire. Mais il s'agissait de deux situations différentes. Ou bien on observait, ou bien on n'observait pas. Et les propriétés ondulatoires corpusculaires conspiraient de la manière dont nous avons vu. Mais ici, il ne s'agit pas de mesurer deux situations différentes. On a une particule, et on veut mesurer sa position et sa vitesse. C'est tout. Donc, puisqu'il y a un lien avec les ondes, voyons un peu ce que nous disent les ondes. Les particules, c'est évident, sont au moins en partie des ondes. Elles ont au moins un comportement ondulatoire. Qu'est-ce que nous disent les ondes? Alors prenons un paquet d'ondes. Alors un paquet d'ondes, c'est quelque chose comme ça, une série d'ondulations concentrées dans l'espace et le temps. La plupart des impulsions lumineuses ont cette forme. On envoie un pulse de lumière avec un laser, c'est un paquet d'ondes comme ça. Une ondulation restreinte dans le temps et l'espace. Alors, elle a beau être restreinte, elle n'est pas ponctuelle. Si ça, c'est la particule, impossible de dire si elle est là, là, là ou là. La particule a une certaine dimension. Delta X. Et ce paquet d'ondes peut être plus petit. On peut dire, bon, je voudrais un delta X plus petit. On pourrait à la limite n'avoir qu'une seule ondulation. Mais même là, il y a toujours une certaine étendue spatiale. Et si je prends même une plus grande longueur d'onde, c'est encore moins précis. Donc clairement, cette extension est aussi liée à la longueur d'onde. Je pourrais encore prendre plus petit. Un tout petit bout. Et dans ce cas, c'est quoi la longueur d'onde? Vous avez un petit bout là, elle commence où, elle finit où l'onde? Comment on la mesure la longueur d'onde avec ça? Donc là, nous avons un problème. Et ce que nous dit l'optique, c'est que la longueur d'onde, elle n'est précise et exacte que dans le cas des ondes sinusoïdales. Une ondulation éternelle, depuis tout temps jusqu'à l'infini des temps. C'est évidemment une idéalisation. Oui, on est très loin du paquet d'ondes. Là, l'incertitude sur la position est infinie. Mais là, la longueur d'onde est très précise. Et on peut employer un outil dont on avait déjà plus ou moins parlé, la décomposition de Fourier, qui permet de décrire toute onde comme une somme d'ondes sinusoïdales. On peut tracer un graphique qui dit « Ah, mais cette onde, c'est la somme d'une onde de telle fréquence, de telle longueur d'onde et telle amplitude, d'une onde de telle longueur d'onde, telle amplitude, etc. » Et en faisant la somme de toutes ces ondes, on retrouve la somme l'onde initiale, qui elle n'était pas sinusoïdale. C'est la décomposition de Fourier ou transformation de Fourier. Pour un paquet d'ondes comme celui-ci, on découvre que l'ensemble des longueurs d'onde, donc la longueur d'onde ici et l'amplitude ici,
l'ensemble des longueurs d'onde reprises là-dedans. Donc si on fait la somme de toutes ces ondes, une infinité de petites ondes, on retrouve un paquet d'ondes. La longueur d'onde n'est pas parfaitement précise. Il y a une dispersion. Un peu comme pour notre position, mais dans l'espace des longueurs d'onde. Tout comme celle-ci, on ne peut pas dire la longueur d'onde. Quand on n'a qu'une fraction, il y a une imprécision sur la mesure de la longueur d'onde. C'est inévitable. C'est des lois utilisées de longue date en optique, évidemment vérifiées avec les ondes sonores, les ondes lumineuses, depuis plus de 2 siècles. C'est du béton armé. Alors, la théorie nous dit, évidemment ici je ne vais pas vous faire les calculs avec des intégrales de Fourier et autres, mais la théorie nous dit que pour un paquet d'ondes, comme ça, la précision sur la longueur d'onde, c'est la valeur de la longueur d'onde, ben on l'a vu, hein, plus elle est grande et plus il y a une imprécision, sur 2pi delta x. Les deux sont liés. Si le paquet est très large, ceci sera très petit, la longueur d'onde sera très précise. Si le paquet est très étroit, delta x très petit, la précision sur la longueur d'onde explose. Ceci est d'ailleurs vrai pour toute onde, pas seulement les paquets d'ondes. Si vous avez une onde avec un pic, un câble, un autre pic, par exemple, comme ça, c'est vrai aussi. Nous savons en plus que la vitesse et la longueur d'onde d'une particule sont reliées. H sur mv. C'est la relation de De Broglie. C'est-à-dire que la vitesse d'une particule, c'est h divisé par m lambda. Donc, en remplaçant donc on peut en tirer, en tirant les relations, en prenant toutes les relations ensemble, on peut en tirer une relation pour l'incertitude sur la vitesse, qui est lambda h sur m delta x. Et avec la relation qui dit que l'impulsion c'est la masse fois la vitesse, on trouve delta x fois delta p est toujours supérieur ou égal. En fait, la relation ici, tirée de l'optique, c'est une imprécision toujours supérieure ou égale, donc ça peut être encore moins précis, que h sur 2pi, h bar. On retrouve la relation de Heisenberg, la relation d'incertitude. Et nous n'avons utilisé que les propriétés des ondes et de Broglie, qui relie la longueur d'onde à la vitesse d'une particule, ou à son impulsion. C'est donc quelque chose qui découle très naturellement des propriétés ondulatoires. Cette incertitude, c'est celle du paquet d'ondes. On ne peut pas à la fois avoir une précision énorme sur la largeur du paquet d'onde, sur la position de la particule, et sur la valeur de la longueur d'onde, et donc de la vitesse. Heisenberg a trouvé cette relation en 1927. Il a en fait utilisé des outils plus généraux encore que nous, et il a pu montrer que ceci est vrai pour toute paire de variables canoniquement conjuguées. Alors qu'est-ce que c'est? Vous avez un outil en mécanique qui s'appelle mécanique analytique, qui est un outil mathématique puissant pour décrire les phénomènes de la mécanique classique, mais aussi en mécanique quantique, relativité, tout ce qu'on veut. Et
dans cette formulation, on trouve des variables qui sont liées entre elles et qu'on dit qu'elles sont canoniquement conjuguées. Donc peu importe la signification technique exacte, ça c'est juste qu'il y a des variables canoniquement conjuguées qui disent que si A et B sont canoniquement conjuguées, alors Heisenberg a montré que d'une manière générale, la précision sur A fois la précision sur B, c'est toujours supérieur à H bar. Il y en a plusieurs, des variables canoniquement conjuguées. Alors, bien sûr, on a la position et l'impulsion, au moins dans une direction donnée. Il y a aussi le moment angulaire, dont nous avions parlé, et l'angle dans une position circulaire. Là aussi, les deux variables sont reliées par ceci. On a aussi l'énergie et le temps. Ça, c'est une relation assez intéressante. La précision sur l'énergie fois la précision sur le temps, toujours supérieure à H bar. Qu'est-ce que ça signifie, ça? Que si vous avez un système, comme un atome dans un état excité, si vous voulez mesurer son énergie, il faut prendre au moins une durée delta T pour avoir une précision delta E. Donc, si vous prenez trop peu de temps, vous n'aurez pas une valeur très précise de l'énergie. Si vous prenez suffisamment de temps, vous pourrez mesurer l'énergie avec précision. Ou à l'inverse, si vous avez un système qui entre dans un état excité, de haute énergie, pendant un certain temps, par exemple un atome est excité, et puis il émet un photon, il se désexcite. Et il reste dans son état excité que pendant un temps court, delta T. Dans ce cas, delta E sera supérieur à H bar sur delta T. Parce que le temps dans lequel il est dans cet état excité ne peut pas être supérieur à la durée qu'il a mis pour se désexciter. Donc l'énergie de l'état excité ne sera pas infiniment précise. Il y aura une petite incertitude sur l'énergie de cet état excité. C'est même très intéressant en spectroscopie, puisque rappelez-vous, c'est les différences d'énergie des différents niveaux, des différents états excités, l'état de base, qui correspondent à la longueur d'onde des photons qui sont émis, et donc au spectre. S'il y a réellement une certaine incertitude sur l'énergie de ces états excités, mais il doit y avoir une incertitude sur la longueur d'onde de la lumière qui est émise. Et effectivement, dans un spectre, et lorsqu'on observe les raies et qu'on zoome suffisamment fort, on constate que les raies ne sont jamais infiniment fines. Elles ont toujours une certaine largeur. C'est cette incertitude. C'est ce qu'on appelle la largeur naturelle des raies. Bien souvent, à cause de l'agitation des molécules, des atomes, il y a le phénomène d'effet Doppler dont nous avons parlé, qui lui aussi introduit des variations dans la longueur d'onde qui est mesurée, et la largeur due à l'effet Doppler est souvent plus grande que la largeur naturelle. Mais elle peut quand même s'observer. En particulier, à basse température, quand le mouvement des particules, des atomes, des molécules est faible. Il y a peu d'agitation thermique. Revenons à notre incertitude. Trouvée par Heisenberg, approuvée par Bohr, qui s'est empressé d'essayer de comprendre tout ça, refusée par Einstein. Einstein qui n'arrivait pas à admettre qu'on ne puisse pas avoir à la fois une valeur précise de la position et de l'impulsion. Nous allons accepter cela. Au moins, en l'état actuel, nous reviendrons sur les problèmes d'interprétation plus tard, mais nous allons au moins l'accepter pour le moment. Et d'ailleurs, puisqu'on sait que les particules se comportent comme des ondes, et que cette relation découle naturellement des ondes, du paquet d'ondes, qui n'est pas infiniment ponctuel, ça paraît assez normal. Il n'y a pas de raison de le refuser. Un petit détail.
Vous vous rappelez, avec nos balles de fusil, on disait la longueur d'onde est tellement courte qu'on n'arrive pas à avoir les franges, et ceci nous donne une clé de la différence entre le monde classique et le monde quantique. Que nous dit le principe d'incertitude dans ce cas-là? Le principe d'incertitude, si on prend la vitesse, l'incertitude sur la position fois l'incertitude sur la vitesse, c'est toujours supérieur, égal à h bar divisé par la masse de la particule. H bar est extrêmement petit. Moins d'un milliardième de milliardième de milliardième en unité habituelle. Prenons un objet d'un gramme, une balle par exemple. La valeur ici va être... Le produit des incertitudes sera moins d'un milliardième de milliardième de milliardième. Autant dire que si vous mesurez la position de la balle et sa vitesse, même avec les meilleurs instruments du monde, vous aurez toujours une petite imprécision. Aucun instrument de mesure n'est parfait. Vous aurez toujours une petite imprécision. Et avec les meilleurs systèmes, avec un laser, vous mesurez une position très précise, vous obtiendrez peut-être une imprécision d'un millionième sur la position. Vous direz, il est à cette distance-là, il est à 10 cm d'un point de référence, 10 cm à 1 millionième de centimètre près peut-être. C'est déjà fantastique de pouvoir faire des mesures aussi précises. Mais là, on est loin du compte, hein. Les incertitudes, c'est des milliardièmes de milliardièmes de milliardièmes. Donc les incertitudes qu'on peut obtenir avec les instruments, ou également avec nos yeux, sont bien supérieures à la limite quantique. La limite quantique est totalement inobservable avec une balle de fusil, ou une balle de tennis, ou une pomme. Donc là aussi, on voit que les comportements classiques et quantiques diffèrent essentiellement parce que la constante de Planck est très très petite. Par contre, pour un objet comme un électron, un milliardième de milliardième de milliardième de grammes, là, divisé par la masse, on obtient un nombre qui n'est pas négligeable. Typiquement, pour des électrons qui vont à des vitesses raisonnables, les incertitudes qu'on obtient sont grosso modo de la taille d'un atome. Les incertitudes sur la position. On reviendra sur ces conséquences, ces phénomènes. Mais c'est petit, évidemment. Quand vous mesurez la position d'une balle, vous ne la mesurez pas à la position d'un atome près. Mais un électron, c'est petit. C'est dans l'atome. Pour lui, une imprécision de la taille de l'atome, c'est énorme. C'est comme si vous étiez au milieu de la place de la Concorde, mais vous ne savez pas exactement où, au milieu de la place de la Concorde. C'est quand même une grande importance. Vous pouvez très bien admirer l'obélisque qu'on vous fait écraser, hein, si vous n'êtes pas au bon endroit. Donc, c'est au niveau des atomes, des électrons, les conséquences de ceci sont importantes. Et donc, nous devrons en tenir compte. Je vous remercie.